5e vidéo sur les 7 vidéos du chapitre dédié au Big Data et au NoSQL. Alors ici nous allons traiter du paradigme des bases de données orientées graphes. C'est le dernier des 4 gros paradigmes en NoSQL. Et donc la suite au prochain calque. Donc, une base de données orientée graphe, typiquement, c'est une base de données orientée objet. Alors, il ne faut pas confondre avec les bases de données orientées objets des années 90. On essaie de stocker des objets dans des tables. Ici, c'est des objets qu'on stocke, donc tout seul. Donc, ce n'est pas une BD orientée objet au sens des années 90. Donc, ici, les objets sont stockés indépendamment et ils sont interconnectés entre eux pour former un graphe. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de notion de table. D'où le nom base de données orientée graphe. Et donc, petite illustration pour laquelle je suis assez fier, c'est comment un petit peu s'y retrouver dans les différents paradigmes, parce que ceci étant le dernier des gros paradigmes. Typiquement, si nous établissons une échelle de niveau, alors en français c'est peut-être pas le bon terme, mais de relationnalité des enregistrements, donc de la quantité de liens qu'il y a entre les différentes données. Si nous faisons une échelle comme ça de la complexité des liens qu'il y a au niveau de vos données, typiquement, on avait vu que dans les paradigmes précédents en NoSQL, donc ceux-ci, les données sont stockées de manière indépendante. Il y a d'ailleurs des systèmes où il n'y a même pas de mécanisme de jointure offert. Voilà, si votre use case, il y a peu de liens entre vos données, ok. Et donc en fonction de votre use case, il y a ces paradigmes-là, ceux qu'on a vus précédemment. Par contre, il y a assez bien de liens entre vos données, il n'y a rien à faire. Alors, SGBDR, c'est fait pour ça. Donc, ça sera plus adapté que les paradigmes NoSQL qu'on a vus jusqu'à présent. Par contre, on a vu qu'avec les jointures sur plusieurs serveurs, etc., ça devient compliqué. Donc, les SGBDR, il y a un problème de scalabilité. Et pour ça, il y a un tout à fait autre format de stockage, ce sont les bases de données graphes. Là, c'est quand le niveau de lien entre vos objets est tel que un SGBDR, ça devient trop... Voilà, vous n'arrivez même plus à faire vos requêtes, tellement ça devient complexe. Et c'est là où les bases de données graphes entrent en action. Alors ça, c'est mon point de vue, qui est partagé par différents acteurs du domaine. Mais bon, il y en a qui utilisent un petit peu comme tout phénomène de mode, je vais stocker ma compta en base de données graphes, par exemple. Bon, pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais voilà. Donc, normalement, quand ça devient trop complexe de faire du SQL, tellement il y a des relations différentes, et de dépendance entre vos différentes données, c'est là où les bases de données graphes ont du sens, et en plus offrent un certain niveau de scalabilité. Et donc le concept, c'est qu'un nœud dans une base de données graphe, c'est l'équivalent d'un enregistrement en base de données relationnelle. Et on peut typer les nœuds, ce qui peut être intéressant. Je vais vous montrer un exemple un peu plus loin. Et on peut dedans mettre une petite structure au niveau de nœuds, mettre des colonnes avec des propriétés, un peu à la mode d'un white column store. Voilà, et on peut faire que et là, un petit peu comme un relationnel, faire que ce typage soit le même pour tous vos nœuds d'un même type. Et donc, et ça, c'est le concept du coup qui est nouveau, que personne d'autre n'a, même en relationnel, c'est qu'on va rajouter du coup des liens en dur entre ces nœuds, et on va même pouvoir typer ces différents liens, ces associations de nœuds. Et c'est ça qui est assez particulier dans le concept de base de données graphe. C'est vraiment à part dans ces différents paradigmes. Prenons un exemple. Donc, vous savez, des employés. Voilà. Et ça, c'est les nœuds de type employé, en bleu, avec Mike, Bob et Alice. Et vous pouvez également rajouter des éléments, des colonnes en plus, et dire que Alice, elle, on sait quel permis est là, les autres, on ne sait pas. Puis on a d'autres types de nœuds, on a des fils. En orange, donc Mons et Bruxelles, et on va pouvoir faire des associations entre nos différents nœuds et typer ces associations. Ici on a les associations de type habit.
Donc Bob habite à Bruxelles et on peut remettre aussi des données dans ces associations. Typiquement, Alice habite à Bruxelles depuis et mettre la date. Puis on a un nouveau type de nœud, société. Voilà, tous ces gars-là travaillent pour l'entreprise Supershop. On va pouvoir mettre des divisions. Voilà, il y a la division des ventes avec le code de cette division et on voit que Mike et Bob sont affectés à la division des ventes en vert, et en bas on voit que Alice est affectée à la division compta. La société peut avoir différents sièges, un siège à Mons, un siège à Namur, et donc on va faire ici d'autres nœuds, et on voit que pour le nœud Mons, le nœud du dessus, on voit qu'il y a deux types d'associations qui arrivent. Donc Mike habite à Mons et il y a un siège au niveau de la société qui est à Mons aussi. Donc on a deux types d'associations différentes qui arrivent au même nœud. Alors c'est très flexible. Par exemple, on voit que Mike, on pourrait stocker l'information comme de quoi il a recruté Bob. Et que Bob a eu par exemple une aventure avec Alice, le petit coquin. Et on peut faire plein de choses comme ça. C'est vraiment très très flexible et c'est assez séduisant comme concept de base de données. Maintenant, ça peut vite être le carnage aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir gérer tout ça. Mais le concept, le voilà, vous l'avez sous les yeux. Donc imaginez de faire ça avec une base de données relationnelle, c'est compliqué. Imaginez de faire ça avec un Key Value Store, le code que vous allez devoir faire de l'autre côté pour accéder à vos données, ça va être le bordel. Pareil avec un document store, là vous allez avoir un paquet de redondances et vous vous rappellerez l'histoire de Sarah May qui a finalement essayé de coder un truc similaire à ce qu'on a sous les yeux, ça n'a jamais été. Et les white column store, ouais, pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas de mécanisme de jointure, etc. Donc vous allez aussi devoir coder comme un barbare derrière pour compenser les lacunes du paradigme. Et donc ici par contre, vous avez quelque chose de clé sur porte pour faire des architectures très complexes. Ce qui est bien avec les graphes aussi, c'est qu'au niveau des implémentations de ces systèmes, le parcours des graphes se fait via des pointeurs physiques, donc on ne doit pas parser des structures d'indexation, etc. On passe d'un enregistrement à l'autre en direct, ce qui est assez efficace. De plus, comme c'est des graphes, tout ce qui est algorithme de théorie des graphes, typiquement recherche du plus court chemin, arbre recouvrant, etc., sont applicables. Et pour ça, vous connaissez des algorithmes, vous avez vu des algorithmes existants relativement efficaces, et on sait les appliquer. Il y en a déjà pas mal qui sont implémentés dans ces SGBD de type graphe, à votre place, mais s'il en manque un, vous pouvez l'implémenter vous-même, à Dextra, un truc comme ça, donc il y a moyen de faire des choses. Donc ça ouvre de nouvelles portes. Sans index, en l'absence d'index, donc l'accès direct à un nœud sur base des valeurs de ces colonnes n'est pas possible. Voilà. Donc vous devez parcourir le graphe à partir d'un nœud et essayer de scanner. Maintenant, on peut ajouter des index. Mais même chose, si on ajoute plein d'index, on va retomber dans les travers du relationnel, ralentir les écritures, etc. Donc voilà, il faut toujours voir jusqu'où on va. Donc ça, je viens de dire, il est possible d'indexer les nœuds, mais vous pouvez aussi indexer des relations. Donc on peut rajouter les index vis-à-vis des relations, même des propriétés de relations ou de nœuds. Et de là, comme je viens de dire juste avant, vous avez du coup les mêmes avantages et inconvénients que les GBDR, mais avec cette structure très particulière que vous offrent les graphes par rapport à un GBDR. Alors, petit conseil, pour structurer votre base de données graphes, il ne faut pas forcément le faire en fonction de vos données, mais plutôt en fonction des requêtes qui vont être nécessaires pour votre use case. C'est une erreur qui est très souvent commise avec les BD graphes, c'est de faire un petit peu comme en programmation orientée objet, où donc ici, je vais vite passer sur le point suivant. Donc, vous avez une modélisation plus naturelle des objets, un petit peu comme en POO. Alors pour la boutade, j'ai mis sans redesign pattern, parce qu'on rajoute les design patterns en PO, du coup c'est un petit peu moins naturel. Mais une erreur qui est faite justement, comme vous avez cette modélisation naturelle comme en PO, vous avez tendance à modéliser vos données comme en PO, donc sur base de la structure de ces données,
Or, d'un point de vue efficacité, d'un point de vue perf, c'est pas la meilleure approche. La meilleure approche, c'est de modéliser votre graphe en fonction des requêtes qui vont être nécessaires à parcourir votre BD et d'éviter trop de sauts, trop de parcours de graphe. Voilà, c'est assez compliqué à mettre en place de manière efficace une base de données graphe parce que il y a ce point-là. C'est pas en fonction de la structure de vos données pour être efficace qu'il faut modéliser, mais en fonction des requêtes qui seront nécessaires. Un petit peu comme si en base de données relationnelle, vous deviez modéliser directement avec le modèle physique de données. C'est assez délicat. Enfin voilà, ça c'est petit bonus. Il faut être conscient de ça. Donc une base de données graphe, vous la mettez en place, ça avance pas. Bah, c'est peut-être que vous avez modélisé en fonction des données, pas en fonction des requêtes. Du coup, il faut peut-être tout revoir. Mais tout revoir, ça veut dire vraiment, on reset quoi, hein, on refait tout. Et ça, c'est pas évident. Donc c'est assez casse-gueule comme système. Ça peut être vraiment, ok, bingo, réussite, réussite totale, c'était le bon truc, ou catastrophe. Donc c'est assez on-off. Hein. Alors, comme avec les paradigmes précédents, petit tour sur la popularité, donc petit coup d'œil. Le plus populaire, c'est clairement Neo4j. Voilà. Alors, avant de passer au suivant, vous voyez ici dans le tableau, il y a de nouveau Microsoft Azure qui est là, comme dans les précédents, le CosmoDB là. Hop, donc j'en parle pas de nouveau. Et sinon après bah, les autres, bof quoi. Clairement moins populaire, c'est Neo4j le plus connu. Écrit en Java, comme le paradigme précédent des White Column Store. C'est clairement le leader et il a son propre langage de syntaxe qui s'appelle le Cypher. C'est transactionnel, il y a une version gratuite, mais scalabilité vous oubliez, sur la version gratuite c'est pour un seul nœud. Après, il faut raquer. Sinon, bah, pas grand chose à rajouter, j'ai pas une grosse expérience avec ce type de système. Sinon, voilà, il y en a d'autres, par exemple, celui-là, je trouvais ça, il y en a quelques-uns qu'on dénonce sympa, quoi. Janus Graph, sympa. Giraffe, ouais, sympa aussi. Sinon, il y en a deux qui sont quand même assez connus, enfin assez connus, qui ont quand même un petit peu de presse, c'est ArangoDB et OrientDB, sont des systèmes multiparadigmes, mais qui gèrent les graphes. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur les bases de données graphes, c'est pas un paradigme que je connais très bien. Et donc Neo4j, il est nativement graphe. Par contre, CosmosDB, ArangoDB, OrientDB sont des systèmes qui supportent divers paradigmes. Sinon, sachez qu'avec MySQL et MariaDB, vous pouvez ajouter un moteur de stockage orienté graphe qui est OQGraph. J'ai aucune idée de ce que ça donne. J'ai d'ailleurs lancé un étudiant en train de faire une étude là-dessus, de comparer un petit peu à la fois point de vue fonctionnel et performance Neo4j et OQGraph, et d'essayer de faire une approche d'une base de données graphe avec du relationnel classique, de comparer un peu les trois systèmes. Bah, j'attends les résultats en ce moment. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le sujet. Et donc souvent, bah, avec tous ces nouveaux paradigmes, on se dit les JBDR, bah, c'est fini quoi, c'est pour les vieux, c'est pour les gros boomers, c'est fini quoi. Mais bah, moi je suis pas d'accord. Moi je dis que c'est pas forcément des concurrents. Moi je dis que ce sont des solutions complémentaires. Donc chaque paradigme hein, relationnel, key value et ainsi de suite, bah, il y a le use case adapté à ce paradigme. Je mets les guillemets quand même sur le White Column Store, mais il y a des use cases bien spécifiques pour ces paradigmes. Et des fois, sur les use cases, on a plusieurs choses. On peut découper les données en plusieurs catégories de données. Et pour chaque catégorie de données, il y a un paradigme qui peut être différent. Et finalement, ces systèmes sont complémentaires et cohabitent au sein de mêmes architectures. Très souvent. Et donc il faut pas voir ça comme je fais tout là-dessus ou tout là-dessus. Il faut voir ça, tiens, est-ce qu'on splitterait pas les données sur deux types d'architecture ou trois ou voilà. Donc il faut se poser la question.
Donc il y a plusieurs possibilités. C'est pas forcément des concurrents. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet pour trouver quelques benches pour comparer en perf les différents paradigmes. Alors c'est pas toujours très pertinent, mais bon, j'ai pris quand même quelques petits exemples ici. Donc vous avez un article ici fait par ArangoDB. Alors ArangoDB, ils ont leur propre système. Donc du coup, soi-disant que leur test est équitable, etc. Peu importe, voilà, je vais l'effacer du graphique. Ce qui nous intéresse en fait dans ce graphique, c'est qu'il y a, dans ce test, c'est qu'il y a MongoDB, donc un document store, Neo4j, donc une base orientée graph. OrientDB, je le barre parce que c'est un truc hybride. Voilà. Multi-paradigme. Et alors PostgreSQL, dans lequel il y a deux versions. Une version ici avec du relationnel et une version où j'ai essayé de le faire en document store, donc pour se mettre en concurrence directe avec MongoDB. Voilà, avec du JSON. Et alors il y a différents tests. Donc l'idée c'est de comparer ces quatre-là. Ici c'est un test où, alors déjà au niveau machine, vous voyez c'est sur 4 nœuds sur le cloud Amazon. Donc c'est un petit cluster. Et donc le premier test ici c'est simplement des lectures. Donc c'est select star from, voilà, de différents enregistrements, pas de jointure, pas de choses comme ça. Et vous voyez que le MongoDB donc en foncé qui est ici, donc là on a Mongo. Là, on a Neo. Là, on a PostgreSQL de manière normale. Et là, on a PostgreSQL en version MongoDB. Donc en version Document Store. Et donc, on voit que le MongoDB, c'est pas terrible. Le Neo4j, ça va très bien. Il est plus rapide que le relationnel. Mais le relationnel modifié en Document Store va encore plus vite. Puis ici, on a deux tests où c'est que des écritures. On écrit une donnée. La différence qu'il y a, c'est que ici, on attend la fin de la transaction, pas là. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. Et donc il y a un test dans lequel il y a Neo4j et pas l'autre. Donc celui qui nous intéresse en fait, c'est ce test-ci. Et on voit à nouveau que le relationnel va très bien, comparé aux deux autres. Ensuite, agrégation des données. Donc ici, il y a un scan qui est fait de toute la BD. Et donc c'est des profils utilisateurs. Et le but c'est de savoir il y a combien de users par âge. Donc il y a combien de users de 18 ans, il y en a combien de 19 et ainsi de suite. Et on voit qu'en Document Store, il faut scanner toute la BD. Donc en Document Store, un accès, un JSON. En graph, il faut parcourir le graph, donc c'est un petit peu différent. Donc c'est pour ça que c'est plus lent. Et en relationnel, scanner une BD, ça fait des décennies que c'est faisable en relationnel, donc ça fait des décennies que c'est optimisé, contrairement aux autres, et voilà le résultat, c'est sans appel. Et là, bon, là c'est du relationnel modifié, donc c'est un peu plus lent. Puis le chemin le plus court, le chemin le plus court, c'est de l'orienter objet. Donc ils ont été fainéants, les gars qui ont fait le bench, ils n'ont pas essayé de recoder l'algorithme du chemin le plus court avec du SQL, tout ça. Et alors, ils auraient pu le faire aussi pour les Document Store, mais ils l'ont pas fait, c'est bien dommage. Parce que là, du coup, on n'a pas de point de comparaison. Par contre, ils ont quand même pris la peine de le faire pour les voisins, le voisinage. Donc ici, ils prennent les voisins et les voisins des voisins, avec une clause distincte. Donc ça, c'est pas trop compliqué comme algo, du coup ils l'ont refait, et on voit que pour faire des algorithmes orientés graph, c'est mieux une BD orientée graph. Mais on voit à nouveau, ici on ne le voit pas sur le graphique, mais vous avez 500%, puis 300 à 293, que le MongoDB est à la traîne. J'ai pas une dent contre MongoDB, je fais que regarder les chiffres qu'on a sous les yeux. Là, c'est le même algo, mais en plus de récupérer, il ne récupère pas que les ID, il récupère en plus le profil utilisateur. Du coup, il y a des données en plus à aller chercher que juste les ID, et là, on voit le relationnel reprend les devants. Ce qui est quelque part un peu cohérent, parce que pour un record, toutes ces colonnes sont au même endroit au niveau du système. Normalement au niveau du JSON et MongoDB aussi, mais bon, comme à la base il est déjà plus lent, voilà, la différence est là. Et avec le Neo4j, il est possible qu'il faille aller par dans différents nœuds, ce qui explique la différence. Et l'utilisation de la RAM, c'est pas compliqué. Ici c'est du C++, là c'est du C, et ici c'est du Java. Voilà. Faut pas chercher plus loin, c'est juste ça. Donc voilà.
Ces différents tests, dans un contexte, vous avez l'article pour un peu voir des profils utilisateurs, et vous voyez que ben voilà, on repère des caractéristiques un peu particulières. C'est que ben, le relationnel, faut pas l'enterrer tout de suite. C'est un cluster de 4 nœuds, et on voit que partout, il se comporte pas trop mal. À part ici pour le voisinage, dans le reste des benches, ben, il est souvent très bien placé. Maintenant, peut-être que le use case était propice à ça. Ensuite, juste vite fait, c'est un petit article, bon, discutable, mais ce qui était intéressant, c'est que vous avez ici un test de scalabilité qui est fait sur le nombre de nœuds. Et vous avez Cassandra, son concurrent qui utilise Hadoop pour le stockage. Alors MongoDB qui n'a rien à voir, moi c'était comme il est très connu, c'était pour la comparaison. Vous avez un test en écriture, en lecture et un test en écriture. Et on voit qu'on a une scalabilité linéaire pour Cassandra pour les lectures. Alors, visuellement c'est pas linéaire, mais regardez, l'axe ici est logarithmique en base 2, donc ça fait une belle droite. Preuve, 5000 pour 8 nœuds et 10 000 pour 16 nœuds. Donc 2 fois plus de nœuds, 2 fois plus de perf, c'est le nombre d'opérations par seconde. Et vous avez quelque chose de plus ou moins similaire ici pour les écritures. Ce qui est intéressant, c'est de voir la scalabilité en lecture de HBase, qui est pas terrible. MongoDB est pas terrible partout. Et HBase, c'est pas terrible parce que la différence, donc c'est le même paradigme entre Cassandra et HBase. La différence, c'est que Cassandra se base sur le système de fichiers du système d'exploitation pour stocker les données, et HBase se repose sur Hadoop. Donc il y a une double couche Java, ouais, je sais, je reviens toujours avec Java, mais il y a le SGBD qui est en Java, plus une couche de stockage en Java, pour la gestion du cluster, du parc de stockage. Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, c'est qu'une supposition, mais vous voyez clairement une différence de scalabilité, il n'y a pas photo. Et le MongoDB, ben, c'est pas pareil, quoi. Point de vue paradigme, au niveau de la scalabilité offerte pour ce test-là, c'est pas terrible. Mais je dis bien pour ce test-là. Parce que, si on regarde un autre test, ben là, tout d'un coup, MongoDB, tiens donc, il y a une scalabilité qui est offerte. Regardez, 4 nœuds, 10 nœuds, 20 nœuds, et boum, on a de la scalabilité. Ce qui n'était pas le cas dans le test précédent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a MongoDB, DataStax, ici en bleu, c'est l'équivalent de Cassandra mais en version payante. Et en rouge ici, vous avez un concurrent de MongoDB qui est Couchbase, qui est censé être une version beaucoup plus performante. Bah, ça se confirme ici pour ce use case là. Mais, alors je vous montre ce test pour surtout le calque suivant. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont fait un test sur cet article pour faire des jointures avec du group by et du tree. Le DataStax basé sur Cassandra, il n'y a pas de join. Voilà. Donc il fallait le coder côté applicatif, du coup ils l'ont pas fait. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. Et MongoDB Couchbase, il y a moyen de faire du join. Là ils l'ont fait, et vous voyez, le MongoDB se fait écraser complètement par le Couchbase. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les valeurs brutes. Sur le slide précédent, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était de l'ordre de 200-300 000, l'ordre de grandeur d'opérations par seconde. Et on fait une jointure sur un cluster, on passe à 1000, donc 200 fois plus lent. Voilà, ça, peu importe votre technologie, ça va être le même problème. Donc que ce soit du key value, du SGBD ou du graph, jointure en différents nœuds sur le réseau, boum. Voilà. Faut pas croire que faut passer à de NoSQL, ça va être de la panacée. Non. C'est physique, c'est comme ça. Donc, vous avez ici le résumé, enfin les liens des trois articles. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux que j'avais trouvés. En résumé, pour au niveau des perfs, c'est important d'avoir un regard critique sur ces benches. Vous avez bien vu, il y a un bench où MongoDB est à la ramasse en scalabilité, et puis l'autre, ça va bien. Donc tout dépend du contexte. Donc le classement peut totalement s'inverser en fonction des types de tests, et ou même carrément pour un même test mais avec des jeux de données différents. Vous pouvez avoir un classement différent. Donc toujours prendre ça avec des précautions, et rien tel que le test à l'échelle sur votre use case à vous, pour savoir quel système est le plus efficace. Maintenant, c'est pas toujours faisable.
Voilà, donc ceci clôture cette vidéo du sous-chapitre consacré aux bases de données graphes et quelques petits tests de performance.